Oui. Yes. Bon, bonsoir à vous tous. Donc, je vais commencer moi aussi par vous remercier, remercier le Cercle universitaire d'études marxistes pour cette invitation, cette volonté donc de placer cette question de l'impérialisme français, de la répression et en particulier donc d'examiner aujourd'hui le cas de Georges Ibrahim Abdallah dans ce contexte et de vous remercier vous tous là d'être présents parce que commencer par s'informer pour nous c'est déjà d'une certaine façon participer au soutien à Georges Abdallah. Alors, je vais quand même rappeler l'essentiel des choses. Peut-être qu'il y aura des choses que vous connaissez déjà, mais bon, on va faire comme si il fallait bien tout redire. Donc, Georges Ibrahim Abdallah, je vais commencer par le présenter. On a fêté son anniversaire, en fait, mardi dernier. Il est né le 2 avril 1951, et donc il rentre là, dans sa 73e année. C'est un militant, combattant, communiste libanais qui donc est né à Kobaya dans le nord du Liban. Ce qui est important peut-être de préciser au-delà de ça, c'est surtout la maturation de son engagement politique. C'est donc fait dans les années 70 au Liban, dans un contexte très particulier, en particulier avec ce qui se passait au sud du Liban, où je le rappelle, dans le sud Liban, en 1970, il y avait quand même des milliers de Palestiniens qui étaient dans les camps de réfugiés. À l'époque, on en dénombrait 250 000, qui avaient donc trouvé refuge au sud du Liban, après notamment la Nakba, qui s'est passée donc en 1948, la Nakba, et puis ensuite la Naksa. Donc, une série de massacres dans cette guerre coloniale de peuplement et qui donc les avait amenés à se réfugier dans le sud. Nakba, ça veut dire quoi? C'est la catastrophe. Qui les avait amenés à se. Kamel rappellera peut-être tout le volet lié à la lutte de libération nationale de la Palestine. Moi, je vais me concentrer sur Georges Abdallah. Qui les avait donc amenés à se réfugier dans le sud Liban. Donc, il y avait dans ces camps de réfugiés une organisation politique palestinienne extrêmement importante. Il s'agissait d'organiser aussi la résistance, certes de l'intérieur de la Palestine, mais aussi depuis ces camps de réfugiés. Et donc, il y avait une effervescence politique extrêmement importante à cette époque au Liban, également par rapport à la situation politique intérieure, puisque c'est aussi une période où il y avait énormément de lutte sociale, de lutte syndicale et de lutte politique en parallèle de ce qui se menait par rapport à cette lutte de libération nationale de la Palestine. Donc, c'est dans ce contexte-là que finalement Georges Abdallah est entré dans le combat d'une certaine façon, en soutien à la Palestine, au cœur donc des camps de réfugiés. Il s'est politisé très très jeune. Très rapidement, il a fait partie du Parti national socialiste syrien. Ça a duré à peine une année. Puis très vite, il s'engage en fait dans le Front populaire de la libération de la Palestine. Ça, on est en 1971. Au sein du FPLP, il va donc suivre un entraînement politique important. Il va se former politiquement, militairement également. Et il va côtoyer à cette époque-là de nombreuses révolutionnaires palestiniens, palestiniennes, mais aussi libanais, arabes, et puis même des révolutionnaires européens qui ont choisi finalement de partir là-bas et de se mettre au service de cette lutte contre les forces d'occupation sionistes. Voilà. C'est un contexte aussi de répression extrêmement forte, puisque, par exemple, dans le sud Liban, il faut savoir qu'à cette époque-là, l'entité sioniste va mener des actions commando. Ça nous rappelle un petit peu l'actualité également, avec, par exemple, le sud Liban qui va avoir été envahi dans ces périodes-là, avec l'armée sioniste qui va avancer jusqu'au fleuve Litani. Et tout cela dans l'idée de détruire donc des bases d'organisation de la résistance palestinienne. Rien que cet événement-là, par exemple, 2000 civils libanais vont avoir été tués. Il va y avoir le départ de 285 000 réfugiés. 88 villages vont être détruits. Et donc, Georges Attallah, évidemment, dans ce contexte-là,
s'engage pleinement aux côtés donc du FPLP. Et d'ailleurs, durant cette confrontation, hein, il va lui-même être blessé. C'est aussi durant cette époque-là qu'il va rencontrer un personnage qui va être important pour lui, qui va être Wadi Haddad, qui est le responsable des opérations extérieures du FPLP. Et donc, Georges Abdallah, qui était au FPLP jusque-là, va ensuite rentrer dans le Front populaire de la libération de la Palestine des opérations extérieures, donc le FPLP-OE. Et il va ensuite devenir un membre important des fractions armées révolutionnaires libanaises. Alors, son engagement, donc, je passe un petit peu sur le contexte qu'on vient de signaler, mais ce qui est important là avec cet engagement au FPLP-OE et par rapport au FARL, c'est que dans ce contexte-là, fin des années 70 et 80, peut-être que tu y reviendras, Kamel, il va y avoir l'idée de mener la lutte naturellement au cœur même de la Palestine, mais aussi à un moment donné, bien d'appliquer un mot d'ordre de ces organisations de l'époque qui va être de frapper l'ennemi partout où il se trouve, et notamment donc de porter la guerre, certes contre les sionistes, mais aussi donc contre les impérialistes qui agissent pleinement dans cette région. Hein. Georges Abdallah a l'habitude de dire que l'entité sioniste est le bras organique des impérialistes dans la région. Et donc, il va y avoir l'idée donc de porter des coups aussi au cœur même des impérialistes, et en particulier en Europe, et de l'impérialisme français. Donc, frapper l'ennemi partout où il se trouve, aux côtés certes de la résistance palestinienne, dans le sud du Liban, et donc au cœur même de l'impérialisme occidental. Et c'est dans ce contexte-là, en fait, que son organisation, donc les FARL, vont jouer un rôle en particulier en France, puisque en janvier et en avril 1982, il va y avoir la revendication d'une double action de résistance. En tous les cas, nous, c'est comme cela qu'on les appelle. Charles Ray, qui est un attaché militaire américain à Paris, va être exécuté le 18 janvier 1982. Et il s'avérera être en réalité aussi un agent de la CIA. Et le 3 avril 1982, bien, une autre action va être portée, cette fois contre Yakov Parsi-Mentov, qui est un diplomate israélien officiellement, mais qui en réalité va s'avérer aussi être un agent du Mossad. Voilà le contexte. Et à ce moment-là, en fait, va commencer ce que l'on appelle l'affaire Georges Abdallah. Cette affaire Georges Abdallah, elle commence sur le territoire français le 24 octobre 1984 à Lyon, où Georges Abdallah va être arrêté. D'abord pour une histoire de vrais faux passeports, hein, puisque on découvre de faux papiers d'identité. C'est un vrai passeport algérien, mais sous une autre identité, un faux nom. Et donc, à partir de là, il va y avoir aussi des armes qui vont être trouvées, et il va être incarcéré pour association de malfaiteurs, détention d'armes et d'explosifs, et faux et usage de faux. Et son procès va donc commencer le 10 juillet 1986. À ce moment-là, il est condamné à 4 ans de prison. En réalité, 7 mois plus tard, le 28 février 1987, bien, il va y avoir un second procès qui va se dérouler, où cette fois, il va être accusé de complicité d'assassinat, et il va être condamné donc à la réclusion à perpétuité. Alors, pourquoi ces 2 procès? Entre-temps, il faut avoir un autre contexte sur le territoire français qui va donc commencer au printemps 85, où à ce moment-là, alors qu'il était déjà en prison donc pour cette période de 4 ans, les FARL vont essayer de faire pression sur le gouvernement français pour obtenir sa libération. Il va y avoir des otages qui vont être pris, un otage en particulier qui va être Gilles Sidney-Pérolle, qui est l'attaché culturel à Tripoli à cette époque-là. D'autres otages vont être aussi détenus.
Et en fait, pour Gilles Sidney Perrol, qui va concerner directement Georges Atala, un marché va être passé pour que, en fait, c'est le fils de Gilles Perrault. Gilles Perrault, c'est un ami de Roland Dumas, qui était à l'époque ministre des Affaires étrangères et un ami proche de François Mitterrand. Et donc, un marché est passé à cette époque-là pour que Sidney Perrol soit libéré en échange de Georges Atala. Et toutes ces négociations vont se faire par le biais de l'Algérie. En réalité, rien ne va se passer comme prévu, puisque d'un côté, les FARC, elles, vont dire ce qu'elles avaient promis, c'est-à-dire qu'elles vont accepter de libérer Gilles Perrol. Et au moment où ce dernier est libéré, en réalité, eh bien, pratiquement le même jour, comme par hasard, c'est une coïncidence assez extraordinaire, et il y en a plein dans cette affaire Georges Abdallah, va être découverte dans un appartement que Georges Abdallah aurait loué à un moment, va être découverte eh bien, une arme, comme par hasard donc, une arme qui aurait donc été celle qui aurait servi à l'exécution d'un des hauts gradés que j'ai mentionné. Hein. Donc, c'est vraiment une coïncidence extrêmement étrange parce que c'est au moment vraiment de la libération de l'échange de Georges Atala que cette arme est découverte par hasard. Voilà. Bon, il y a plein d'éléments, mais je passe. À ce moment-là également, ce qui joue pour ce second procès, c'est aussi le contexte avec l'Iran, que vous connaissez peut-être bien, à savoir que dans les années 86, hein, alors qu'il est donc condamné, eh bien, il va y avoir une série d'attentats à Paris en particulier, dans une affaire qui concerne une vague d'attentats qui va concerner cette fois l'Iran et la France. Ces attentats vont viser des civils. Ils sont revendiqués par le comité de soutien aux prisonniers politiques arabes. Et ce comité, en fait, exige la libération de plusieurs prisonniers. Anis Nakash, qui est un ancien membre du Fatah, qui va ensuite s'être converti au chiisme et qui va s'être mis au service de Téhéran. Il va y avoir aussi la revendication de Varoujan Garbadjian, qui est un dirigeant de l'armée secrète arménienne de libération de l'Arménie. Et il va y avoir la revendication de la libération de Georges Abdallah. Cette histoire, donc, en réalité, pourquoi des attentats donc fomentés par très certainement l'Iran? Parce qu'il y avait à l'époque des accords qui avaient été passés entre l'État français et le Shah d'Iran concernant le nucléaire. Et avec la révolution islamique qui va avoir eu lieu là-bas, et finalement, le contrat va avoir été rompu par la France. Il s'agissait pour la France de participer à, je reprends clairement les choses, voilà, avec le régime Khomeini, donc les choses vont être bouleversées parce que la France avait passé un accord avec Téhéran pour la construction d'une usine d'enrichissement d'uranium dans la Drôme via l'entreprise Eurodif. Tout ça est très connu maintenant, hein, il y a des reportages qui sont sortis. Et en réalité, donc à la suite de la révolution islamique, la France va rompre cet accord, va choisir, en plus de livrer des armes à l'Irak lorsque l'Irak va déclarer la guerre à l'Iran. Et finalement, eh bien, l'Iran va essayer de faire pression sur l'État français par cette fois des actions violentes qui vont se dérouler donc à Paris. Donc tout est bien mis en place pour que un second procès se tienne. Je tiens à dire quand même qu'il y a eu entre les deux procès évidemment aussi des pressions par rapport aux États-Unis. Il faut savoir que quand Georges Abdallah est condamné à 4 ans, hein, donc le 10 juillet 86, il y a des pressions du président états-unien à l'époque qui était Reagan, qui, lorsqu'il vient, quand Mitterrand part en visite à New York, évoque le cas de Georges Abdallah. Pareil, quand finalement
il est important de savoir que l'État états-unien va aussi se porter civil dans ce procès, dans le second procès, partie civile du second procès. Donc, il y a vraiment une influence très, très importante des États-Unis pour faire pression sur l'État français. Et notamment, Wikileaks aura divulgué aussi un mail de Hillary Clinton pour que, alors que Georges Abdallah va être condamné à perpétuité, et que la justice française plus tard va vouloir proposer sa libération, tout soit fait pour qu'il reste en prison. Voilà, donc un second procès va être mis en place. Il est important peut-être dans ce contexte de rappeler aussi une parole, par exemple, du gouvernement, qui au moment des attentats est un peu pris de court et a besoin donc absolument de trouver un coupable. Et le chef de la DST, qui était Yves Bonnet à l'époque, et le ministre de la Sécurité, Robert Pandreau, vont avoir déclaré, Robert Pandreau va déclarer, je me suis dit qu'au fond, à cette époque-là, il fallait mettre en avant la piste Abdallah, que ça ne ferait pas de mal, même si ça ne faisait pas de bien, parce qu'en réalité, nous n'avions alors aucune piste. Rappelez que c'est dans ce moment-là que Charles Pasqua va aussi faire afficher dans tous les lieux publics de France 200 000 affiches avec les photos des deux frères de Georges, Robert et Maurice Abdallah. Donc, il y a une vraie campagne pour une chasse à l'homme, en quelque sorte, et faire porter donc ces attentats vraiment à Georges Abdallah et à sa famille. Les médias, évidemment, vont tout faire pour faire en sorte que ça vous dérange pas d'enlever la bouteille, vont faire évidemment merci tout cela pour que eh bien, les choses se déroulent telles qu'elles ont été en quelque sorte programmées. Par exemple, quand vous retrouvez les libés de cette époque-là, de la une de Libération en 86, le 22 mars 86, c'est derrière les bombes, l'ombre des Farles. Septembre 86, les Farles derrière les Farles derrière les nouvelles menaces d'attentats. Ou encore 22 septembre 86, une autre une, attentat, si ce n'est pas lui, c'est son frère. Évidemment, en parlant de donc toute une machination aussi médiatique. C'est intéressant parce que là, en ce moment, il y a un film qui est tourné par, vous avez peut-être vu un premier film qui s'intitulait Fédéine. Il y a un second film qui est en cours, qui est réalisé par Pierre Carl, et il est en train de le financer, il va bientôt sortir, je pense, j'espère. Et dans ce film-là, il a quand même été voir les journalistes de l'époque, il a retrouvé les journalistes de Libé de l'époque, et vous verrez que dans ce film, une des journalistes qui avait participé à cette machination médiatique a fait son mea culpa d'une certaine façon, et il reconnaît qu'en réalité, eh bien, cette campagne médiatique a eu lieu alors que les informations n'avaient pas été vérifiées comme il se doit et qu'elles ont en quelque sorte participé à cette affaire. Voilà, donc le second procès a lieu. J'avance un petit peu. Donc, ce qui est intéressant de savoir, c'est que pour ce second procès, en fait, une cour spéciale antiterroriste va se mettre en place, et donc il va être jugé non pas devant un jury populaire, mais devant des magistrats spécialement conçus donc depuis septembre 1986 pour juger des actes de terrorisme à l'époque, et que ce procès, donc le procès de Georges Abdallah, va inaugurer en quelque sorte eh bien, cette nouvelle cour spéciale antiterroriste. Cour où, en réalité, donc, comme je l'ai dit, les États-Unis vont se porter partie civile. Voilà, c'est ce que j'allais dire aussi. Cerise sur le gâteau, l'avocat de cette partie civile, donc le représentant des États-Unis, va être le maître Kiechman, qui est quand même une personne qui se disait elle-même très proche de François Mitterrand. Donc là, le procureur ne requiert à l'époque que, j'allais dire entre guillemets, 10 ans d'emprisonnement, alors qu'en réalité, la Cour va aller bien au-delà, puisque Georges Abdallah va être condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Seule l'humanité
à cette époque-là, donc le 28 février 1987, va dénoncer une parodie de procès. Sinon, tous les autres vont approuver le verdict. Hein. Ce qui est important aussi dans cette affaire, c'est qu'à ce moment-là, quelques jours plus tard, une fois qu'il a été condamné, eh bien, on a son ancien avocat, qui se nomme Jean-Paul Mazurier, ancien avocat de Georges Abdallah, qui va révéler que en réalité, eh bien, il a trahi son client parce qu'il a lui-même collaboré à l'époque à la DST. Il va dire lui à la DGSE, hein, c'est-à-dire à la branche extérieure des services de renseignement français, mais en fait, il faisait partie de la DST et il le dit et il l'annonce publiquement au journal télévisé du 6 mars 1987. Vous pouvez aussi retrouver tout cela. Hein. Donc, en fait, il informe que lui-même a informé les services secrets français durant tout le temps où il a été l'avocat de Georges Abdallah, c'est-à-dire de 1984 à 1986. Donc, on serait dans une illégalité totale, normalement, du procédé qui aurait nécessité qu'il y ait rien qu'à cet événement-là une révision du procès, mais en fait, il n'en sera rien. Hein. Georges Abdallah reste condamné à cette peine excessivement lourde de ce qu'il appelle lui-même la barbarie de la prison à vie. Donc, quand on est à l'époque condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, à l'époque, eh bien, cela veut dire qu'il y a 15 ans d'années d'incarcération, et après ces 15 ans, il y a la possibilité quand même de faire une demande de libération conditionnelle. Il va en être là à la 10e demande de libération conditionnelle. Le 8 juin dernier, il a accepté de faire une 10e demande de libération conditionnelle. Je reviendrai peut-être pourquoi est-ce qu'il a accepté. Hein. Mais quand même, après les 8 premières demandes de libération conditionnelle, eh bien, il y a quand même des avancées dans le volet judiciaire à 2 reprises. En 2003, la juridiction de Pau accepte sa demande de libération. Le gouvernement, le parquet fait appel. Et en réalité, en 2006, donc 3 ans après, il y a une nouvelle loi qui passe, qui indique que désormais, pour la lutte antiterroriste, seul le tribunal d'application des peines de Paris peut être décisionnaire des demandes de libération conditionnelle. Donc, c'est quand même ce qui va se passer en 2012, hein, puisqu'en 2003, finalement, l'appel va renvoyer cette décision de justice. En 2012, le tribunal d'application des peines de Paris prononce la libération de Georges Abdallah. Elle prononce sa libération à condition qu'il soit expulsé directement à sa sortie vers le Liban. Et donc, pour cela, il faut que le ministre de l'Intérieur signe un arrêté d'expulsion. À l'époque, c'était Manuel Valls qui a refusé de signer ce document. La Cour d'appel maintient malgré tout, hein, début janvier 2013, la décision de libérer Georges Abdallah sous, malgré tout, toujours cette condition d'expulser Georges Abdallah, sa libération vers le Liban. Bref, depuis lors, depuis 2013, aucun ministre n'a accepté de signer ce document. Et donc, Georges Abdallah est entré en octobre, le 24 octobre dernier, dans sa 39e année de détention, dont une partie se passe au centre pénitentiaire de Lannemezan. Peut-être quelque chose d'intéressant aussi dans cette histoire judiciaire. Vous savez peut-être que avant qu'il fasse cette 10e demande de libération conditionnelle, donc en juin dernier, le 10 février 2022, son avocat, Maître Chalancé, avait décidé de déposer une requête au tribunal administratif pour enjoindre le ministre de l'Intérieur, donc Gérard Darmanin, l'enjoindre à signer cet arrêté d'expulsion. Et le tribunal administratif a cette fois de nouveau rejeté cette demande. Mais ce qui est intéressant, c'est la décision de la rapporteuse publique, qui était Madame Baratin, qui à cette époque-là, quand elle a rendu son jugement, a bien indiqué qu'une telle solution, je la cite, n'est guère satisfaisante, mais qu'aucune autre ne paraît envisageable dans le cadre juridique. Et elle-même espérait qu'en réalité, la situation de Georges Abdallah puisse évoluer par d'autres voies.
Donc, de nouveau, il a été affirmé qu'en réalité, dans le domaine judiciaire, tout a été fait, tout a été dit, tout a été prononcé. Et que si nous sommes face à une affaire Georges Abdallah, elle est clairement politique. Le blocage est clairement politique puisque la justice, d'une certaine façon, a fait son travail. Il est à l'isolement. Non, il n'est pas à l'isolement. Donc, c'est bien une affaire Georges Abdallah qui est en fait qui nous permet d'analyser l'état de la justice en France, qui nous permet d'analyser l'ingérence du pouvoir politique dans les décisions de la justice et d'une certaine façon qui révèle bien aussi les rapports de la France avec les États-Unis et l'entité sioniste. Cette condamnation de Georges Ibrahim Abdallah qui perdure malgré les décisions de justice, son enfermement est réellement une violation de la parole d'État de la France et de sa justice. On a vraiment assisté durant toute cette affaire à une diabolisation médiatique et on voit clairement à la fabrication aussi de pièces toutes faites dans ce dossier pour justifier son deuxième procès. Ça va, je suis pas trop long? Très bien. C'est très intéressant. Je continue. Bon, sinon vous me dites. Et puis, bon, alors par rapport à cela, il est intéressant aussi de savoir que Georges Abdallah, lui, en réalité, donc c'est un militant communiste, anti-impérialiste, antifasciste, anticolonial, et que c'est en tant que sujet politique et révolutionnaire qu'il s'est toujours présenté devant ses juges. Il y a une déclaration de lui qui est essentielle à connaître peut-être, c'est justement cette déclaration qu'il a faite lors de son procès. Vous pouvez la trouver aussi très facilement, et où il a en réalité réussi, comme le font souvent les révolutionnaires, à transformer ce tribunal en tribune politique et révolutionnaire par son discours. Donc, il a privilégié la défense de son combat par rapport à ce qu'il a mis en avant. C'est évidemment la défense de son combat avant même peut-être la défense de sa propre personne. Georges Abdallah a toujours dit, et il nous le dit, même quand on mène une campagne pour sa libération, que à travers cette demande de libération de lui en tant que prisonnier, ce qui est essentiel aussi pour lui, c'est de mettre en avant, par ce biais-là, aussi le combat qui est le sien, anti-impérialiste, et donc pour une Palestine libérée. Donc il s'est toujours placé de ce côté-là, et cela même durant ce procès qu'il a eu en 87. Il a donc voulu aussi dénoncer cette cour qu'il n'a absolument pas reconnue. Et il s'adressait en fait durant cette tribune révolutionnaire avant tout aux masses, c'est une masse populaire en France en particulier, pour finalement faire porter ses idées et son combat. Il n'a donc pas reconnu la légitimité de cette cour spéciale. Il était censé le juger. Et il a eu ce courage politique de tout prisonnier politique révolutionnaire en portant ce combat-là et en refusant de renier les actions de son organisation, les FARL, parce que je ne sais pas si c'est important de le dire, mais il a bien été condamné pour complicité et non pas pour avoir agi directement, mais lui, d'une certaine façon, le dit, et on peut le soutenir dans ce sens-là, il dit « je ne suis pas innocent ». Donc la question ne se pose pas de ce côté-là. Il assume pleinement ce qui a été fait, il assume pleinement ses actions de résistance, d'appui à la résistance aussi palestinienne, et d'une certaine façon, il n'a jamais renié ce combat jusqu'à aujourd'hui. Et c'est aussi peut-être une des raisons qui fait que l'État français refuse de libérer non seulement ce résistant, mais ce symbole même de la résistance. Et je crois que c'est ça le cœur réellement, ce qui est au cœur de sa détention.
Donc, il n'a pas hésité à dénoncer ses bourreaux, à dénoncer cette parodie de justice et à rappeler le contexte finalement dans lequel ces actions ont été menées. Il disait par exemple, durant cette plaidoirie, on peut le dire, et une citation peut-être que l'on peut citer, il dit « Avec quelle sérénité et quelle indépendance prétendez-vous juger des actes de guerre en les isolant du processus général de l'agression impérialiste perpétrée contre notre peuple? Dans quelle mesure vous, représentants de l'impérialisme français, n'êtes-vous pas impliqués dans cette guerre ?» Donc on le voit bien par ce ton-là qu'il n'a jamais abandonné sa détermination sans faille à bien se placer du côté des opprimés, des agressés, et de bien démasquer en réalité ceux qui perpétuent l'agression et les agressions qui se mènent partout, et en particulier en Palestine occupée. Donc cette détermination sans faille, eh bien, donc il la porte depuis 39 ans. Il n'a jamais cessé de prendre position publiquement à travers les différentes déclarations qui ont été les siennes, de mener cette lutte politique. Et il l'a menée non seulement par ses déclarations, mais aussi par ses actions, parce que la lutte pour lui continue entre ces quatre murs et par-delà les murs. Mais le combat, évidemment, continue durant toutes ces années de détention. Il faut savoir qu'il a mené son combat aussi très souvent en solidarité. Par exemple, il a mené de nombreuses grèves de la faim, en solidarité aux prisonniers palestiniens, bien évidemment, mais aussi en solidarité avec des prisonniers basques. Il faut savoir qu'à Lannemezan, il reste encore 6 prisonniers basques qui sont avec lui. Certains ont été libérés il n'y a pas très longtemps, mais il a aussi été solidaire du combat de cette lutte aussi du peuple basque, aux côtés aussi des prisonniers de Turquie, par exemple. Donc c'est un combattant qui a continué à mener le combat en solidarité aussi de cette façon-là à l'intérieur de la prison. Il a signé d'ailleurs le 19 juin 1999, il a co-signé avec les prisonniers révolutionnaires communistes, anarchistes, antifascistes et anti-impérialistes une plateforme, donc un texte commun de tous ces prisonniers qui étaient aussi avec lui, dans le but de constituer une communauté de lutte et de soutien à tous ces mouvements-là. Vous trouverez aussi très facilement ce texte de cette plateforme des prisonniers, je le redis, révolutionnaires, communistes, anarchistes, antifascistes et anti-impérialistes. C'est comme ça que se nomme le texte. Par-delà peut-être leur divergence, et là encore c'est un signe aussi de Georges Abdallah. Nous-mêmes, il nous dit toujours de porter le combat dans la diversité de nos expressions. Et ça le caractérise aussi très bien. Alors, dans ce combat qu'il a mené aussi en prison, je peux aussi simplement signaler qu'en 2004, par exemple, il a dénoncé et s'est opposé à la guerre impérialiste menée par les États-Unis en Irak. Donc, un positionnement très, très clair, là encore, à travers ses déclarations. Et en 2019, eh bien, il rappelle que la lutte contre le capitalisme passe par la solidarité avec les prisonniers politiques. Et il appelle les camarades à faire peser plus lourd son incarcération que sa libération auprès de l'impérialisme français. Donc très souvent, en fait, il nous appelle à, certes, peut-être à ce qu'il y ait l'action judiciaire qui se mène et qui continue à être menée par son avocat, mais au niveau des soutiens, il dit bien qu'en réalité, c'est au niveau d'un rapport de force qu'il faut absolument mettre en place pour que comme il le dit lui-même, sa libération pose plus, sa détention pose plus problème que sa libération. C'est ça qu'il faut arriver à mettre en place, faire en sorte que sa détention devienne plus problématique que sa libération par rapport à l'État français. Et cette mobilisation, donc, elle doit se mener au niveau régional, national, et aujourd'hui, elle se mène au niveau international, puisqu'on a des signataires pour l'appel qui a été mentionné du mois de soutien, donc qui s'est mené donc du 2 mars au 2 avril,
nous avions rédigé un appel à l'action et nous avons eu des signatures des États-Unis, des signatures du Mexique, des signatures du Liban, des signatures même d'Iran, d'Afghanistan, d'Australie. Et quand je dis des signatures, c'est-à-dire que ce sont des organisations qui signent un texte d'appel à l'action, à la mobilisation pour l'action et qui mènent des actions concrètement. Voilà, donc le mouvement s'amplifie de ce côté-là et on fait tout pour essayer d'instaurer ce rapport de force auquel appelle aussi Georges Abdallah. Ce qui est intéressant dans ce soutien à Georges Abdallah, en fait, c'est que eh bien, ce militant, ce combattant, ce résistant nous permet aussi de réfléchir ce rapport à la société et au monde qui est le nôtre. Il nous permet de réfléchir à travers ces déclarations aussi à l'évolution du capitalisme qui est face à nous et à cette crise systémique qu'il analyse lui-même aussi dans ses textes, à savoir donc un système, il dit, le capitalisme n'est plus que barbarie. Honneur à tous ceux et à toutes celles qui s'y opposent. Donc, il met en exergue très, très fortement cette crise généralisée du système et par là même, eh bien, il analyse comment progressivement ce système va vers la fascisation que l'on vit actuellement de manière très claire, je crois, et qui amène à toujours plus de répression. Donc là, je vais passer assez rapidement, mais parce que vous voyez bien de quoi je parle, mais il nous permet aussi de réfléchir évidemment à ce qu'est l'impérialisme aujourd'hui, l'évolution de ces guerres impérialistes, et notamment à ces espaces géostratégiques pour cette lutte pour les ressources, et comment finalement, eh bien, ces guerres se multiplient, mais aussi comment les résistances se mettent en place. Et notamment comment la région du Moyen-Orient est une région qui est extrêmement centrale dans ces guerres inter-impérialistes et comment, à travers la lutte qui se mène là-bas, eh bien, c'est bien une solidarité aussi impérialiste qui doit se mettre en place, une solidarité anti-impérialiste qui doit se mettre en place contre ces guerres de pillage pour piller les ressources, des guerres aussi géostratégiques. Et on sait bien comment cette région du Moyen-Orient est finalement centrale. Voilà. Donc Georges Abdallah, dans son combat anti-impérialiste, permet aussi de réfléchir à ça. Il nous permet de réfléchir à la centralité de la cause palestinienne. C'est une cause qui est centrale parce que ce n'est pas simplement une guerre de lutte de libération nationale contre un colonialisme de peuplement. On voit bien aujourd'hui que c'est pas simplement une guerre coloniale classique, c'est vraiment une guerre de colonialisme de peuplement et d'extermination. Nous, on parle clairement de génocide, de ce qui se passe actuellement. Et comment cette guerre ne se fait pas simplement entre l'entité sioniste et les Palestiniens, mais que l'entité sioniste, en quelque sorte, est réellement soutenue par tous les impérialistes et que c'est des intérêts qui se jouent dans cette région-là qui sont fondamentaux pour les impérialistes, mais aussi pour nous, anti-impérialistes. Voilà. Et puis, il permet aussi de réfléchir à la question de la répression, de la violence d'État à travers cette question des prisonniers, de ces prisonniers qui ne renient pas leur combat et de cette violence de l'État qui se mène dans les rues, dans les luttes que l'on peut mener, mais qui se mène aussi par rapport à ces flambeaux de la résistance. Georges Abdallah dit bien que les prisonniers sont les flambeaux de la résistance. C'est pas pour rien qu'ils sont incarcérés. Ils ont été à la tête vraiment de la lutte. Et c'est pour cela aussi qu'ils sont dans les geôles et qu'ils sont aussi si fortement réprimés parce qu'ils ne se renient pas. Voilà. Alors, donc par rapport à ce refus catégorique qu'il a de renier tous ces combats, qui sont les siens, qui sont les nôtres, nous avons, nous, un mot d'ordre qui est de dire il est de nos luttes et nous sommes de son combat, libérer Georges Abdallah. Et aussi 39 ans de prison, toute une vie de combat, libérer Georges Abdallah. On en est là.
eh bien, il est aussi peut-être intéressant de voir comment Georges Abdallah, finalement, nous permet aussi de réfléchir à un autre point essentiel qui va être, eh bien, le positionnement de la gauche française et de l'extrême gauche française par rapport à cette question. Euh, il est important de signaler que les soutiens sont massifs des militants, sincères, engagés très fortement dans ce combat qui est difficile à mener pour toutes les raisons que je viens d'évoquer. Mais il faut aussi mettre en exergue finalement parfois le peu de présence massive d'organisation, je parle bien d'organisation et notamment de direction, dans les combats que l'on mène. Alors certes, il y a des signatures, mais sur le terrain, il faut bien noter que parfois certaines organisations, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, que ça soit bien clair, hein, certaines organisations eh bien, ne vont pas au-delà parfois de la simple signature, quand elle est là. Et on peut se demander dans ces cas-là pourquoi, d'une certaine façon, je soutiens à Georges Abdallah pose problème, alors que, par exemple, d'autres prisonniers palestiniens posent un peu moins de problèmes à certaines organisations. Je peux parler, par exemple, de Marwan Barouti, qui, lui, a un soutien plus large, on va dire, dans la gauche, dans l'extrême gauche. Alors, il y a Marwan Barouti fait partie de ces prisonniers que nous soutenons, évidemment, comme tous les prisonniers palestiniens, et avec lui, Ahmed Sadat, par exemple, et tous ceux Walid Dakar, enfin tous ceux qui sont incarcérés dans les geôles sionistes. Hein. Mais nous avons à cœur aussi de soutenir Georges Abdallah parce que Georges Abdallah, c'est un combattant de la cause palestinienne qui est incarcéré en France et qui est détenu par l'État français. Et force est de constater que, eh bien, sur ce combat-là, tout le monde n'est pas présent. Tout le monde n'est pas présent parce que qui dit soutenir Georges Abdallah, c'est aussi soutenir une question épineuse qu'il faut traiter, qui va être celle de la violence révolutionnaire, qui va être celle de la lutte armée. Et cette question-là, à jamais Georges Abdallah ne l'a renié, justement. Hein. Il y a un événement qui nous avait aussi beaucoup interloqué quand Emmanuel Macron était allé au Liban, je ne sais plus quelle année, mais il n'y a pas si longtemps, il y a un an ou deux. Il aime bien aller au Liban. Et il avait été accueilli par les comités de soutien de la campagne pour la libération de Georges Abdallah au Liban. Hein. Et les militants là-bas, sincères toujours, de terrain, avaient été le voir et avaient crié, scandé, libérez Georges Abdallah, Emmanuel Macron, faites quelque chose pour la libération de Georges Abdallah. Et il avait eu cette formule, c'était à l'époque des masques et du Covid, il avait eu cette idée de il faut qu'il signe. La première fois qu'il y avait été, il ne savait pas de quoi on lui parlait, mais la deuxième fois qu'il avait été faire ce voyage, au moins il s'était renseigné. Et il avait eu cette formule-là, il faut qu'il signe, avec ce geste derrière son masque, il faut qu'il signe. Et alors on avait tous été interloqués pour se demander qui est derrière ce pronom personnel il. Nous avions interprété ça comme Darmanin. Darmanin, il faut qu'il signe, bien sûr. Mais malheureusement, je crois que là, on avait un petit quiproquo parce qu'on ne devait peut-être pas penser à la même personne. Et eh bien, malheureusement, il n'a toujours pas signé. Et ce qui nous rassure, nous, c'est que Georges Abdallah, évidemment, signe et persiste. Lui, sur ses positions, il ne signe pas ce que peut-être l'État français voudrait. Hein, donc, cette question-là de l'absence de reniement de son combat et de la lutte armée, c'est fondamental pour Georges Abdallah. On dit bien aussi que dans cette lutte de libération nationale de la Palestine, nous soutenons toutes les formes de la résistance, mais en particulier aussi celle que le peuple palestinien choisit, à savoir de la lutte armée face à l'occupant. Et c'est ce que les luttes de libération nationale nous ont souvent enseigné. Et j'ai mon camarade Kamel qui me rappelle souvent la lutte de libération nationale de l'Algérie. Et là aussi, l'histoire nous l'enseigne. Cette lutte-là nous l'a enseigné, comme la lutte du peuple vietnamien. Cette lutte de libération nationale, elle passe en tous les cas aussi pour Georges Abdallah et pour nous, notamment aussi par la lutte armée. Et c'est peut-être ce qui pose problème à cette gauche et à cette extrême gauche qui parfois n'est pas présent parmi nous dans le combat. Voilà. Alors, je terminerai, parce que
Je suis Non, longue, non? non, vas-y, Ça vas-y. va? Bon, parce que des fois, quand on commence, on Vous sait parlez pas. de la lutte du peuple vietnamien, Oui. le peuple vietnamien. Mais on va peut-être Après, rappeler les questions. Non, de Hein, l'époque, de l'époque. Je parle de l'époque, d'accord? Dans les manifestations actuelles, il y a un mot d'ordre qui est l'Algérie a vaincu, la Palestine vaincra, et on dit aussi les Vietnamiens ont vaincu, la Palestine vaincra. Donc, on fait le parallèle de ces luttes historiques, des luttes de libération nationale par rapport à ce qui est en train de se jouer actuellement. C'est pour ça que je dis ça. Donc voilà, en cela, il est aussi intéressant, hein, Georges Abdallah. Donc, vous l'avez compris, c'est notre camarade. Nous, quand on va aller à Lannemezan samedi, hein, on criera devant le centre pénitentiaire, Georges Abdallah, tes camarades sont là. C'est vraiment notre camarade parce qu'il défend le droit légitime des peuples sous domination impérialiste à prendre les armes aussi, à se libérer. Il permet aussi de réfléchir à ce double emploi qui est à la mode, et on sait pourquoi, de l'emploi d'un mot qui est celui de terrorisme, alors que nous parlons de résistance. Et en cela, là encore, l'histoire nous parle. Il y a eu Missak Manoukian, un résistant qui vient d'être panthéonisé par l'État français, mais on n'oublie pas que cet État français, à cette époque-là, hein, ne l'aurait peut-être pas appelé résistant. Et d'ailleurs, il y a une fameuse affiche rouge de cette armée du crime, hein, qui avait bien été collée partout en France. Et à cette époque-là, eh bien, ces résistants qui l'ont toujours été pour nous n'étaient pas appelés résistants, mais bien terroristes. Voilà. Et ça, Georges Abdallah nous permet aussi de ne pas l'oublier. Voilà, donc je terminerai sur cette idée. Donc aujourd'hui, il est plus que jamais important donc de continuer cette mobilisation. Nous faisons partie de la campagne unitaire. Elle s'appelle campagne unitaire. Elle a été créée en 2015 parce qu'il y a eu cette volonté de coordonner un petit peu les soutiens à Georges Abdallah. J'ai toujours l'habitude aussi de dire, et je tiens à le redire aujourd'hui, que la campagne unitaire a commencé en 2015, mais le soutien à Georges Abdallah en France a commencé bien avant, par des militants extrêmement courageux à l'époque, dans les années, alors certains disent 2002, 2005. Le BRAP, c'était avant. Voilà. En tous les cas, bravo à ceux qui ont porté le combat dès les premières années. Et sur la ligne politique en particulier de Georges Abdallah, parce que je pense que c'est important d'être fidèle à son combat et de garder sa ligne politique. Nous, c'est notre volonté de le faire en tous les cas. Et donc, bravo à ceux qui ont porté ce combat-là. En France, des fois, on me demande comment est-ce que le passage s'est fait. En fait, je tiens aussi à dire que, en fait, quand Georges Abdallah a été incarcéré, à un moment donné, il a été aussi incarcéré avec Jean-Marc Rouillant, qui faisait partie d'Action Directe. Voilà, et Minigon, voilà. Et que, en fait, c'est par ce biais-là que c'est par ce biais-là aussi que des militants qui défendaient Action Directe, les camarades d'Action Directe, hein, notamment Ne laissons pas faire, par exemple, ont été amenés à connaître par ce biais-là, par Jean-Marc Rouillant aussi, savoir qu'il y avait un résistant qui était à Lannemezan et qui méritait d'être défendu. C'est comme ça que le passage de relais s'est aussi fait. Mais donc, en 2015, la campagne a été créée pour essayer de coordonner. Nous, on avait l'idée d'intensifier le combat, de faire intensifier le combat, de l'amplifier, de coordonner et de porter sur des temps forts, des actions comme ça communes pour amplifier ce rapport de force auquel nous appelait Georges Abdallah. Voilà, donc parmi ces temps forts, Vous voulez dire que Attends, on finit peut-être et vous ferez des questions après, oui. On reviendra, oui. Vas-y, continue. Oui. Sinon, on y arrivera. Voilà, donc aujourd'hui, il y a des grands temps forts. Nous, on a fait un mois d'action, là, et ce mois, on arrive au bout. Pourquoi est-ce qu'on l'a mené là? Parce que vous savez aussi que donc on va être sur la 14e manifestation à Lannemezan. En fait, elle aurait dû se passer le 24 octobre, parce que ça se passait toujours. Pourquoi le 24 octobre? C'est la date de son arrestation. Hein. Mais en octobre dernier, vous étiez au courant peut-être que on était pas loin du 7 octobre et que ça a été la fameuse période des interdictions qui pleuvait.
La manifestation du 24 octobre dernier a été interdite. Il y a eu un référé qui a été porté quand même en justice par le collectif local de collectif 65. Et donc, une heure avant, la manifestation a été autorisée. Mais évidemment, tous les soutiens avaient annulé l'écart. Et on a quand même été une petite centaine à s'être déplacés malgré tout et à avoir fait cette manifestation. Mais il était important pour nous de réaffirmer de nouveau cette manifestation. Elle aura lieu donc là le 6 avril, quelques jours après l'anniversaire. Et je pense qu'on sera très nombreux. De République. Le car partira de République, voilà, il part de République demain soir à 22 heures. On roule toute la nuit, on arrive à la maison, on fait la manifestation. Et c'est très important parce que Georges Abdallah nous entend et tous les prisonniers entendent tous les soutiens qui tapent sur les grilles, etc. Et puis ensuite, ben, on repart. Hein. Alors après, il y aura d'autres actions. Le 17 avril, pour nous, c'est une date importante. C'est la journée des prisonniers palestiniens. Donc, il y aura aussi des actions. Après le 1er mai, il y a un cortège Georges Abdallah tous les ans dans la manifestation du 1er mai. Et puis ensuite, souvent, bon, il y a plein d'autres actions, mais je passe. Il y a aussi il y a 2 manifestations nationales. En fait, il y a celle de Lannemezan, il y a celle de Paris. Depuis 2015, il y a aussi une manifestation à Paris qui a lieu le 18 juin. 18 juin, qui est la journée des prisonniers révolutionnaires cette fois. Et cette fois, exceptionnellement, on la fera pas à Paris. On ira la faire à Lyon parce que je ne sais pas si vous avez vu qu'il y a 1 an et demi ou 2, il y a eu un match à Lyon qui était Lyon-Toulouse et des camarades ont été sur la pelouse avec le drapeau palestinien, ont arboré un t-shirt de la libération de Georges Abdallah et ces camarades vont passer en jugement le 18 juin, le 18 juin prochain, et on ne les laissera pas tout seuls. Donc, on fera la manifestation à Lyon pour ce soutien-là. Je terminerai juste par une dernière citation de Georges Abdallah qui dit « Face au climat délétère d'oppression et de manipulation, la solidarité s'avère pour ce qu'elle est, une arme indispensable pour tous ceux et celles qui résistent et refusent de se renier. » Voilà. Donc, merci à vous tous de m'avoir écouté. Nous faisons tous partie, j'espère, de cette arme. Oui. Oui. Bon, on va continuer avec Kamel. Après ce petit changement. C'est nécessaire, oui. Mais oui, Kamel, tu sais bien que tu es très photogénique. Allez, viens. C'est pas la première fois que tu parles devant la télé, finalement. Et le canard. Je rappelle quand même que Kamel est un ancien du CUM, puisque on avait fait avec lui un excellent débat sur l'Irak, c'est ça? Irak, oui. La prononciation est un peu avéronaise, hein, donc elle n'est pas vraiment de là-bas. Alors, je te présente pas, Kamel, je crois que tout le monde te connaît. Bon, ben Kamel, militant communiste algérien. Militant communiste algérien, et en plus un très grand ami, donc voilà, on adore et camarades, et donc on adore Kamel. Allez, vas-y, Kamel. Et membre de la campagne unitaire. Et membre de la campagne unitaire pour la libération de Georges Abdallah. Voilà. Et donc, je vais faire le plus bref possible pour laisser la place au débat. Et vraiment, je vous invite ardemment à tous et toutes pour donner votre avis, des questions, mais aussi des avis. C'est très important. Aussi, 2 informations. D'abord, je vous invite à consulter le site de la campagne unitaire de la libération de Georges Abdallah, où vous pourrez trouver pas seulement les actions que mène la campagne pour se faire votre propre opinion et éventuellement pour prendre des rendez-vous et s'engager dans ces actions, mais vous pourrez retrouver aussi toutes les déclarations de Georges Abdallah. Les déclarations, je trouve, d'une lucidité, d'une pertinence pour quelqu'un qui parle du dedans de la prison et qui montre que vraiment c'est pas un prisonnier comme on pourrait en parler comme ça dans des affaires de justice. C'est un combattant qui est en prison. Donc il continue prolongeant cela comme
vient de le dire la camarade, les traditions révolutionnaires, tous les prisonniers révolutionnaires, de Dimitrov, Hekmet qui disait ne pas se rendre, l'important c'est de ne pas se rendre, jusqu'aux prisonniers, par exemple, pendant la révolution algérienne, pendant la lutte de libération algérienne, c'est-à-dire qui recommandaient toujours de ne pas s'adresser aux juges qui n'ont pas compétence pour juger, qui n'ont pas compétence politique, qui n'ont pas légitimité politique, compétence dans le sens de légitimité, mais s'adresser aux masses et défendre la cause, ne pas parler seulement de sa personne. Et c'est ce que fait constamment Georges Ibrahim Abdallah à partir de la prison. Il pose fondamentalement deux questions, avant de passer à ce que j'avais envie de dire sur la question de la lutte de libération nationale du peuple palestinien. Il pose la question de la justice dans un pays capitaliste devenu impérialiste, à son stade suprême d'impérialisme. Une justice de classe. Il le dit en particulier dans sa déclaration, dans une de ses déclarations en 1994, j'aurais dû la ramener avec moi et peut-être diffuser, où il disait en réalité les formalités judiciaires, les instances judiciaires sont là de façon formelle, mais en réalité la vraie justice c'est celle du capital, c'est celle de la bourgeoisie du capital. C'est-à-dire que c'est uniquement quand le coût de la détention des prisonniers révolutionnaires et de sa propre détention, en parlant de lui-même, deviendra plus élevé que le coût de sa libération, puisqu'on estime qu'elle a un coût. C'est-à-dire que pour eux, cette justice impérialiste, certainement que Georges Ibrahim Abdallah, s'il venait être libéré, reprendra le combat, continuera son combat. C'est quand ce coût de la détention deviendra supérieur au coût de la libération, seulement que la libération pourra être prononcée. Et ça pose donc vraiment la question de la justice dans un pays comme celui-là. La deuxième question, c'est que face à une telle justice de classe, il n'y a que le rapport de force qui peut mener à la libération. Et c'est une question importante qui ne concerne pas simplement Georges Ibrahim Abdallah, mais qui concerne tous les prisonniers révolutionnaires. Et d'ailleurs, on pourrait le rappeler, une petite parenthèse, il y a 2 journées qui concernent les prisonniers révolutionnaires. Il y a celle, tu y as fait allusion pour les 2 journées, il y a celle du 17 avril, qui est la journée des prisonniers politiques palestiniens, les prisonniers palestiniens en réalité, puisqu'ils sont tous politiques, ce sont des prisonniers sous la colonisation, il n'y a pas d'autre qualificatif. Et il y a la question des prisonniers révolutionnaires en commémoration de la Commune, de la naissance de la Commune, donc le 18 juin, c'est ça? Des fois je me trompe entre mars et juin, donc c'est le 18 juin. Et donc ça, c'était une parenthèse, disons, informative. Mais il faut bien noter que ce caractère de classe, je veux dire, on peut l'illustrer de plusieurs façons. À chaque fois, il y a eu ce caractère de classe, cette différenciation entre les prisonniers politiques et entre les différents prisonniers qu'il y a eu en France. Je veux citer pour mémoire uniquement pour montrer cette différenciation de classe. Je vais citer simplement, me revient à la mémoire, le cas de Papon, Maurice Papon, qui a été condamné en 1998, le célèbre Papon, responsable des crimes, les plus grands massacres depuis la Commune, ici en France, à Paris, le 17 octobre 61, responsable aussi des massacres de Charonne, de février 62, et avant déjà, il était responsable des massacres de la fameuse ferme amzienne à Constantine, où il était ministre plénipotentiaire. C'était le plus grand centre de torture dans le Constantinois et même dans toute l'Algérie à un moment donné, puisqu'il a fait suite
au massacre du 20 août 55, le véritable massacre du 20 août 55 contre la population civile, 15 000 morts, plus les détentions dans les camps, dans cette ferme parisienne. Et même s'il a été condamné pour crime contre l'humanité, à 10 jours de réclusion, en réalité, il a été libéré au bout de 3 ans et il est mort paisiblement dans sa résidence en 2007. Je n'ai pas besoin de faire en erreur sur la date, mais peu importe. Alors que Georges Ibn Abdallah, il est là en train, on veut le faire mourir en prison. On veut le faire mourir en prison. Mourir aussi. Mourir. Mourir. Et pourrir, si vous voulez, mais je veux dire, il pourrait y avoir une fin plus atroce, encore plus atroce. Et donc, c'est ce qu'il faut retenir de ça, et ce qu'a bien démontré la camarade dans son intervention, c'est que ce n'est pas exclusivement une affaire juridique, mais une affaire hautement politique. Et donc, c'est un combat politique qu'il faut mener aux côtés de ce camarade pour sa libération. Et c'est d'autant plus important, d'autant plus central que je veux signaler une autre information pour dire que le combat de Georges, c'est aussi le combat pour la solidarité avec la lutte du peuple palestinien. Et c'est tellement vrai à ce point que dès le déclenchement de l'opération militaire réussie de résistance de Tofan al-Aqsa, c'est-à-dire le 7 octobre, et dès que des pourparlers ont commencé à être engagés pour obtenir les échanges de prisonniers, Georges Abdallah a été inscrit parmi les prisonniers à libérer, parmi les demandes de libération de la part donc de la résistance, qui ne se limite pas d'ailleurs seulement à Hamas, mais qui concerne toutes les branches politico-militaires de la Palestine, hein, du FPLP, du FDLP, du Djihad, des martyrs de l'Aqsa, y compris une partie du Fatah, de la branche militaire du Fatah, qui a fait suite. Bon, on ne va pas développer cet aspect. D'ailleurs, cette liste des prisonniers a échangé, confectionnée donc par la résistance palestinienne, elle est faite en coordination avec toutes les factions, c'est-à-dire que sont inclus dedans les dirigeants des autres organisations comme du FPLP, du FDLP, du Fatah, etc., qui sont encore en prison. Par exemple, figure Ahmed Sadat, figure aussi d'autres dirigeants. Donc, c'est pour dire que Georges Abdallah, pas seulement pour lui-même, mais pour la lutte du peuple palestinien, il matérialise la résistance. Il est là, c'est un symbole de la résistance d'un homme, mais de la résistance d'un peuple, des peuples libanais, du peuple palestinien. Il la symbolise et il n'a jamais accepté de renier ce symbole. Il suffirait simplement qu'il dise qu'il renie pour que pratiquement automatiquement il obtiendrait sa libération. Comme l'a dit la camarade, il suffirait qu'il signe. Voilà. Elle a expliqué ce que ça veut dire, ce qu'il signe. Et donc, les prisonniers politiques dans un système capitaliste, impérialiste, c'est vraiment, ça a un rôle bien particulier. C'est la stratégie de faire peur, de terroriser, d'empêcher de s'engager dans des combats, de parler, de participer dans des combats contre le système. Mais au-delà, je pense que il faut le dire, défendre Georges Ibn Abdallah, lutter pour son combat, c'est se solidariser avec la lutte du peuple palestinien. C'est se solidariser avec la lutte anticoloniale du peuple palestinien. Et il faut bien insister sur cette qualification de la lutte du peuple palestinien. Ce n'est pas secondaire, ce n'est pas simplement parce que la lutte des idées fait partie aussi de la lutte des classes. Et c'est important. Et en même temps,
il faut dire deux choses. La première, c'est que ce n'est pas une lutte coloniale comme les autres, anticoloniale comme les autres. Il y a des invariants qu'on retrouve dans toute lutte anticoloniale. Le vol de la terre, les discriminations, l'apartheid, le racisme, tout cela, beaucoup d'entre vous ici, et on peut le dire avec les exemples, on peut retrouver les exemples de la colonisation de l'Algérie ou du Vietnam ou d'autres régions du monde. Et à ce niveau-là, il y a une idée qui me paraît très importante à évoquer, c'est bien de dire que, comme on peut le constater dans le mouvement de solidarité avec la lutte du peuple palestinien, c'est bien de dire lutte contre l'apartheid, lutte contre le nettoyage ethnique, lutte contre le racisme. Mais il faut bien réaliser que ce sont là des conséquences de la colonisation et non pas l'inverse. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se satisfaire de la seule lutte contre l'apartheid ou contre le racisme. Il faut lutter contre la colonisation. C'est elle qui entraîne ces situations. Sinon, consciemment ou inconsciemment, le résultat sera le même. On entretiendrait l'illusion que l'entité sioniste actuelle, colonisatrice, exterminatrice, génocidaire, on entretiendrait l'illusion qu'elle est capable de démocratie, qu'elle est capable de justice, qu'elle est capable de paix. Or, ce n'est pas le cas. Et ce qui se passe actuellement le démontre amplement. C'était démontré avant, mais aujourd'hui, cela est démontré de façon plus amplement et ça devient clair. C'est l'un des acquis de cette opération de Total Aqsa, c'est d'avoir rendu plus clair cette situation-là. La seule politique dont est capable l'entité sioniste, je dirais ici en entité sioniste, en solidarité d'ailleurs avec les camarades palestiniens, la lutte du peuple palestinien, parce que c'est une entité constamment expansionniste, on ne lui connaît pas de frontières, qui, dans la seule politique, c'est depuis le début, depuis 1948, ça a été le transfert des Palestiniens, l'expulsion des Palestiniens. Et aujourd'hui, très clairement, ses buts, c'est soit que les Palestiniens vivent comme esclaves sous la tutelle de l'entité sioniste, soit c'est le transfert hors de Palestine, soit c'est des génocides. Le génocide, comme on le voit aujourd'hui, comme le montrent les réseaux sociaux, etc. Donc ça, c'est une première idée sur la question de la Palestine. Maintenant, deuxième idée, c'est que ce n'est pas une colonisation comme les autres, une colonisation de peuplement, comme on l'a vu, par exemple, en Algérie. Ça a été une colonisation de peuplement et d'exploitation de la population autochtone, comme on l'a vu dans d'autres régions du monde. Là, dans le cas de la Palestine, c'est une colonisation qui a visé à expulser les Palestiniens d'ailleurs, pour résoudre un problème qui est invariant d'ailleurs dans toutes les colonisations, c'est la question démographique. Il faut dépasser, contourner cette... D'ailleurs, l'une des idées qui a présidé à la déclaration récente de l'État sioniste comme État juif, c'est pour justement ne considérer que la population juive dans la démographie. Ce n'est pas pour... C'est pour éliminer, donc, contourner cette question démographique des Palestiniens qui, de toutes les façons, aujourd'hui, sont majoritaires et demain, ils le seront encore plus, compte tenu des données démographiques qui sont consultables, les taux de natalité, les taux de natalité, etc. Je ne vais pas développer cet aspect-là. Mais bien plus que cela, une autre spécificité, peut-être l'une des premières spécificités de la colonisation de la Palestine, c'est que dès le début, depuis 1948, et même bien avant, ça a été conçu comme une colonisation collective
de l'Occident impérialiste en Palestine. Depuis 1948. On peut, pour être rapide et laisser la place au débat, on peut peut-être insister sur au moins cinq périodes sur ce projet colonialiste, impérialiste avant d'être sioniste. Parce que ça a été instrumentalisé par la question juive, le judaïsme, le sionisme, tout ça a été instrumentalisé par l'impérialisme. La première, de 1900 à 1942 à peu près, peu importe la datation exacte, ça a été le travail des impérialistes anglais et français pour ériger un État. Donner un État, en fait, à une milice. C'était des milices qui étaient là, avant qu'il y ait le peuplement donc, de juifs venus de plusieurs pays. On parle d'une quarantaine de pays. Donc, vous pouvez lire d'ailleurs avec intérêt la question du peuple juif de Shlomo donc c'est d'un intérêt, hein. Même si Shlomo par ailleurs, je dois le dire, je tiens à le dire, et avec d'autres, ce qu'on a appelé nouveaux historiens, il se déclare post-sioniste. C'est-à-dire qu'il a apporté une démonstration vraiment magistrale sur l'inexistence d'un peuple juif. Mais par ailleurs, il se déclare post-sioniste. Et il se dit, il est pour la défense d'Israël. Donc, pour eux, la question d'Israël, c'est une question qui est incontournable. On ne veut pas la disparition d'Israël. Je reviendrai peut-être tout à l'heure sur comment aussi la question du droit de retour est des fois différemment interprétée. Mais 1942, c'était la Grande-Bretagne et la France qui étaient à l'initiative pour l'érection de cet État juif. L'érection violente de cet État. En mémoire la Nekba, en mémoire le massacre de Kafr Qasim, en mémoire le massacre de Dir Yassin. Tout ça, je veux dire, vous pouvez trouver des références d'ailleurs sur ça, à la fois en termes de mémoire, mais aussi en termes de connaissances, dans un livre qui se trouve sur la table là-bas, que vous pourrez consulter, l'acheter, et peut-être même critiquer, hein, en prenant le temps de le lire. Après 42, jusqu'à à peu près 48, donc l'officialisation de l'État sioniste, c'est l'entrée en lice de l'impérialisme états-unien, puissance émergente et qui prend le relais, pas seul d'ailleurs, puisque, je veux dire, à partir de là, commence à se coaguler ce que maintenant on appelle plus facilement et de façon un peu plus convaincue, même s'il faut mettre des guillemets parce qu'il ne faut pas renvoyer à la référence géographique, mais l'Occident impérialiste. Un terme marxiste en lui-même, mais quand même, ça veut dire ce que ça veut dire pour aller vite dans la qualification. Et en réalité, le déclic, ça a été le début de cette primauté de l'impérialisme états-unien. Ça a été après le congrès de Baltimore en 1942, où le mouvement sioniste s'est clairement remis et soumis aux exigences de l'impérialisme états-unien. C'est-à-dire qu'ils ont promis l'érection de bases militaires au Moyen-Orient, et donc ils ont satisfait à la stratégie impérialiste qui était de faire de l'entité sioniste la base de domination de la région, domination militaire, domination économique, accès, sécurisation de l'accès aux ressources. Cette stratégie a continué à se déployer après avec les guerres, de ce qu'on a appelé les guerres israélo-arabes. Je veux citer par là, après 48. 48 déjà, il faut signaler que ce n'est pas seulement les milices sionistes, hein, l'Irgun, la Haganah, etc., qui ont vidé les populations palestiniennes, vidé les villages palestiniens, les villages des Palestiniens. Mais il y a eu aussi beaucoup de mercenaires occidentaux, qualifiés, dans différents métiers militaires. On parle de 3500.
occidentaux, y compris des aviateurs, des ingénieurs, etc., qui ont participé à ce massacre. Mais après, c'est ce qu'on a appelé la Nakba. Il y a eu, après 1948, il y a eu 1956. Donc l'agression tripartite, sioniste, anglaise et française, pour s'attaquer à ce qui représentait l'une des bases, les plus importantes bases en termes de population, en termes de potentiel économique, de potentiel militaire, c'est-à-dire l'Égypte. L'Égypte, ça a coïncidé avec, bien sûr, la nationalisation du canal de Suez. Et donc, cette opération a échoué, non pas parce que les impérialistes se sont retenus, mais parce qu'ils y ont vu d'abord la possibilité d'intervention de l'URSS à l'époque, en 1956, qui ont participé à mettre le holà, mais c'était aussi l'occasion, c'était à ce moment-là que les États-Unis ont complètement, disons, approfondi, donné un coup d'impulsion à leur stratégie de domination au Moyen-Orient, c'est-à-dire de s'investir encore plus grandement dans la politique de domination au niveau du Moyen-Orient, en renforçant et en faisant en sorte que l'État sioniste soit l'État le plus développé militairement, économiquement et y compris culturellement au niveau de la région. Il y a eu aussi la guerre de 67, dite guerre des 6 jours. Cette qualification, d'ailleurs, c'est une qualification sioniste, dont on voit encore, dans Tofen al-Aqsa aujourd'hui, à montrer je veux dire, l'inanité de cette, parce qu'elle voulait démontrer, en la qualifiant de guerre de 6 jours, l'entité sioniste et les impérialistes voulaient montrer non seulement l'invincibilité de l'armée sioniste, mais aussi sa capacité à réduire des armées en un rien de temps, donc montrer encore de façon, je veux dire, extraordinaire cette capacité, cette invincibilité. En réalité, en 67, comme d'ailleurs la quatrième guerre, 1973, elle n'a jamais été, toutes les guerres, en réalité, n'ont jamais été menées par l'entité sioniste seule. À chaque fois, il y a eu l'appui déterminant et l'apport déterminant des impérialistes occidentaux pour que l'entité sioniste sorte vainqueur. Donc voilà déjà ces deux aspects que je viens de signaler. Un troisième, c'est l'entreprise impérialiste de destruction de tous les États nationaux qui sont autour de l'entité sioniste. C'est la guerre contre l'Irak, c'est la guerre contre la Syrie. Tout ça est fait pour faire en sorte que l'entité sioniste reste au-dessus de tout et que l'impérialisme continue à dominer la région. Que dire sur ça c'était donc pour dire que dès le départ le projet sioniste c'était celui-là, celui de l'impérialisme. Que dire de la centralité de la colonisation de la Palestine? Que dire encore de la centralité de la colonisation de la Palestine? Eh bien, comme l'a montré Tofen al-Aqsa, le lien ombilical entre l'impérialisme et l'entité sioniste. Au lendemain de Tofen al-Aqsa, des moyens militaires phénoménaux ont été déployés dans la région pour sauver l'entité sioniste et aussi pour empêcher toute solidarité avec la lutte du peuple palestinien. Solidarité militaire, armée, etc. Malgré tout, on a vu comment le Yémen, par exemple, a pu affronter et a pu se solidariser militairement avec l'entité sioniste. Tu dis le contraire. Pardon?
On a compris. Oui, on a compris. Non, j'ai dit une bêtise. J'ai dit une bêtise. Oui, c'est pas grave. Vous avez corrigé. Voilà. Et donc, je vais terminer sur, pour laisser la place au débat, je vais terminer sur quand même un point important, c'est le mouvement de solidarité auquel on doit participer, le mouvement de solidarité avec le peuple palestinien auquel on doit participer. Et je veux rappeler là une citation de Georges Abdallah, que je ne cite pas mot par mot, mais qui dit de façon très claire que cette solidarité, c'est une solidarité contre le sionisme. Elle doit viser le sionisme. Mais le sionisme aujourd'hui n'est pas seulement l'extrême droite qui se trouve au gouvernement de l'État sioniste. C'est parce que cette entité sioniste, pour déployer tous ses objectifs, elle a dû militariser cette société et elle s'appuie sur un réseau très vaste d'associations de fascistes qui sont à l'intérieur de l'entité sioniste. Il dit clairement, le camarade Georges Abdallah, que le vrai antisionisme, il se matérialise et s'affirme dans le cadre de la résistance historique du peuple palestinien. Qu'on ne peut pas limiter cet antisionisme uniquement à une extrême droite. Et sur ce, je voudrais attirer l'attention sur quelques points sur lesquels le mouvement de solidarité doit être vigilant. Premier point, c'est le cessez-le-feu. C'est une urgence absolue. Il nous faut le scander partout, le reprendre partout. C'est une urgence absolue devant ce que vit le peuple palestinien. Mais il faut bien dire que le cessez-le-feu ne doit pas se limiter à une question humanitaire. Ce n'est pas simplement une question humanitaire. Sinon, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que on considère le peuple palestinien uniquement comme une communauté de personnes, de citoyens, qui ont besoin seulement de quelques besoins. C'est une communauté certes religieuse, culturelle, mais qui n'a pas d'aspiration nationale, qui n'est pas capable d'aspirer à un État, qui a besoin de compensation, et que finalement, avec un tel cessez-le-feu humanitaire, on se contenterait d'apporter une amélioration des conditions de la colonisation. Et ça, c'est inacceptable. C'est ce que veut dire ça. On ne peut plus accepter cette situation. C'est pourquoi les Palestiniens ont pris les armes. Le deuxième point de vigilance aussi, c'est sur la question qui a été abordée tout à l'heure par la camarade, la question de la lutte armée. Je veux dire brièvement qu'on ne peut pas être en dessous de ce que veut le peuple palestinien. On doit s'inscrire dans cette lutte du peuple palestinien. Il a choisi les armes, il a choisi ses représentants pour mener cette lutte. C'est ceux-là qui ont raison et on doit être derrière eux. Et il n'y a pas eu de lutte anticoloniale sans résistance armée. C'est ce qu'enseigne l'histoire de la lutte anticoloniale. Et donc, il n'y a pas à être timide, à être tabou. Il n'y a pas à avoir peur d'être accusé de radical. La radicalité, il n'y a pas plus radical que la réalité du terrain. C'est la réalité du terrain qui est radicale aujourd'hui. Ce peuple de réfugiés, ce peuple expulsé, ce peuple empêché de circuler. Je crois que c'est ça qu'il faut prendre en considération. Certains répliquent et disent il ne faut pas être radical et il faut considérer qu'aujourd'hui Israël, entre guillemets, pour moi, est une réalité. Mais en face, cette réalité n'a rien à voir avec la réalité du peuple palestinien qui constitue le peuple de la Palestine historique. Et donc, d'autres encore disent et scandent, et ce qu'il faut faire d'ailleurs aussi, scandent le droit au retour des réfugiés. Oui,
c'est très important de tous les réfugiés, et d'en faire un droit collectif et national, pas individuel, comme le préconisait à un certain moment donné l'entité sioniste, pour dire que cela relèvera plus tard de négociations. Et c'est un droit national. Mais quel est leur argutie? Parce que c'est un faux argument. Quel est leur argutie? C'est de dire que le droit au retour signifierait finalement, si on l'appliquait intégralement, signifierait la disparition d'Israël. Ce que ne demandent pas les Palestiniens. Les Palestiniens demandent le démantèlement de l'État sioniste d'Israël, entre guillemets. C'est l'État sioniste qui est visé. On ne peut pas sortir de l'abstrait si on se contente de dire simplement droit au retour des Palestiniens. Le droit au retour des Palestiniens ne pourra se matérialiser que si la Palestine est libérée, que si l'État d'Israël, entre guillemets, est démantelé. C'est une conviction profonde que je veux partager avec vous. C'est là les points de vigilance qu'il y a à avoir. C'est d'ailleurs aussi le même point de vigilance en ce qui concerne l'État unique. Certains, y compris parmi des antisionistes qui sont engagés dans ces mouvements de solidarité, disent un État unique. Oui, mais un État unique, sans préciser le démantèlement de l'État sioniste, ça veut dire un État des colons. Oui. Ça veut dire un État des colons. C'est-à-dire des colons à côté de Palestiniens colonisés et donc dirigés par eux. On revoit un peu, moi je revois en tout cas par rapport à la lutte de libération nationale en Algérie, on revoit ce que revendiquait l'OAS, qui demandait aux colons de ne pas accepter d'être dirigés par les Algériens indépendants. Il y a aussi un autre point de vigilance, c'est ce qu'on est parfois demandé. Aujourd'hui, on voit bien l'inanité de cette revendication. 2 États. La question de 2 États. Oui, 2 États. Alors, à la base de cette revendication de certains, y compris les sionistes, c'est de dire un État palestinien, pas simplement les juifs antisionistes, ou pas simplement dans les autres nationalités qui se solidarisent avec la lutte du peuple palestinien, y compris certains courants droitiers au sein même du mouvement national palestinien. Je pense à l'autorité palestinienne, je pense au courant droitier du Fatah, etc., où on parle de 2 États. À la base, il y a l'idée d'ériger un État palestinien sur les frontières de 67. Frontières de 67, c'est-à-dire la seule récupération de la Cisjordanie. Donc, out des Palestiniens de 48. Ils ne font pas partie de la question. C'est un fait accompli, on n'y revient pas. On accepte le fait accompli de cette façon-là. Sans compter que même ces territoires de 68, ils sont dans un état bantoustanisé. Et il n'est pas dit, au contraire, il est même dit que la Cisjordanie sera, qui ferait partie de ce 2e État, elle est revendiquée par les colons. Elle est revendiquée en grande partie par les colons. Il suffit d'écouter les Ben Gvir, les Smotrich, et pas seulement eux, les associations, les nombreuses associations, on en dénombre plus d'une 60aine d'associations fascistes qui disent Al-Quds, il faut détruire Al-Quds, il faut détruire le dôme d'Al-Quds, il faut continuer à coloniser, parce que la Cisjordanie, c'est une des parties les plus fertiles. Mais il faut maintenant coloniser même Gaza, recoloniser Raza. Comme ça. Voilà, sur ça aussi, il faut être vigilant, à mon avis, et mettre au devant de tout ça la question de vraiment du soutien total au mouvement de libération nationale et aujourd'hui à son avant-garde, c'est-à-dire le front armé, des branches militaires palestiniennes, qui aujourd'hui, c'est elles
qui portent cette défense-là, ce droit des Palestiniens, cette défense. Sans eux, on aurait enterré cette question de la Palestine. On aurait enterré. Donc c'est eux qui ont raison. Comme hier, durant la lutte du peuple, durant la lutte de libération du peuple algérien, on ne citait que cet exemple, ceux qui ont eu raison, ce sont ceux qui se sont joints au FLN-ALN. C'est les réseaux Jensen, c'est tous les militants communistes et non communistes qui se sont joints, qui ont fait des opérations risquées. Certains sont morts, guillotinés, comme Fernand Yveton, en 57, pour avoir posé une bombe. Mais ce sont eux qui ont eu raison. C'est Gisèle Halimi qui a eu raison de défendre Jamila Boupacha parce qu'elle a posé une bombe dans un milk-bar. C'est cela. Et donc, ce sont des exemples dont il faut non seulement se rappeler, mais ce sont des exemples à faire connaître et à faire connaître auprès de ce mouvement de solidarité du peuple palestinien. Pour terminer, je veux dire une chose, les communistes révolutionnaires ont pour habitude, je veux dire, c'est leur analyse. Ils analysent les États comme étant des dictatures de classe, en particulier l'État capitaliste et la dictature de la classe bourgeoise, de la classe capitaliste. Pour dire que l'entité sioniste est une dictature des colons, mais pas seulement une dictature des colons. C'est aussi la dictature de classe du capitalisme international, du capitalisme à l'échelle internationale, de l'impérialisme. Aujourd'hui, l'entité sioniste ne représente pas simplement les intérêts des colons, elle représente les intérêts de tout l'Occident impérialiste. C'est en ce sens que la question palestinienne est centrale. C'est en ce sens que soutenir la libération de la Palestine, c'est porter un coup à l'impérialisme à l'échelle mondiale. Le destin de l'entité sioniste est lié au destin de l'impérialisme. Et c'est en ce sens que, aujourd'hui, participer à ce mouvement de solidarité sur une base claire, c'est aussi participer à la lutte anti-impérialiste à l'échelle mondiale. Participer à la libération de Georges Ibrahim Abdallah, c'est porter un coup à l'impérialisme français ici même, puisque lui soutient la lutte du peuple palestinien. C'est le mettre en difficulté, le mettre en accusation. C'est ça qui est important aussi dans le combat pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah. Voilà ce que je voulais, quelques points que je voulais un peu avancer en laissant donc la place au débat. Moi, je voudrais. Pardon, il faut lever le doigt. Ah, d'accord. Parler et être inscrit.